savoir scotcher au programme de Lux Télévision Internationale, surtout à l'émission Lux Forum. Alors dans ce studio, ici sur ce plateau, je reçois des éminents cadres responsables de Horace Group, qui est une structure d'accompagnement et d'aide aux étudiants qui souhaitent poursuivre leur carrière à l'étranger. Monsieur Lasconi Wilner, PDG de la dite structure, est déjà installé ici sur ce plateau pour donc nous donner plus de détails sur la structure. Nous aurons également la présence, nous recevrons sur ce plateau, Monsieur Glenn de Rosnay, il est manager de Horace Group. Bonsoir Monsieur Lasconi. Bonsoir. Comment vous sentez-vous? Très bien. Très bien. Heureux d'être sur ce plateau. Voilà. Déjà, le confort inspire. Hein? C'est ce que on dit que le confort inspire. Donc, je vous sens inspiré. Alors, très succinctement, parlez-nous de Horace Group. Horace Group. Horace Group, c'est, en un mot, c'est l'entraide et l'information afin de faciliter aux jeunes étudiants d'avoir facilement leur visa pour étudier à l'étranger. Horace Group, au départ, a été créé le 16 mai 2015 par deux personnes, dont moi, Wilner Lasconi, et puis M. Glenn de Rosnay. Voilà. Donc, en un mot, Horace Group, au départ, c'était pour faciliter ces étudiants-là. Mais aujourd'hui, on ne s'arrête pas que ces étudiants. Donc, on aide aussi des personnes qui travaillent, des personnes majeures, des personnes qui veulent continuer leur carrière professionnelle à l'étranger, peu importe le pays, afin de leur faciliter le voyage, le visa et beaucoup d'autres. Et en quoi vous êtes un groupe? Pourquoi Horace Group? Pourquoi Horace Group? Dans Horace, nous avons un centre de formation. Le centre de formation qui permet aux élèves qui ne parlent pas, par exemple, il y a ceux qui choisissent d'aller en Espagne, par exemple. Donc, du coup, on a des centres qui les permettent d'apprendre des langues. Par exemple, comme l'Espagne, on a un centre qui permet aux élèves d'apprendre rapidement l'espagnol, voilà, les b.a.-ba de la langue. Et puis, on a un autre centre aussi, dans le même cadre, qui apprend aux élèves l'anglais, pour ceux qui vont aller aux États-Unis ou encore au Canada. Et parfois, souvent, on trouve des difficultés, même pour la France, ceux qui ne s'expriment pas bien en français. On est obligé de faire passer des tests, les apprendre un peu, comment ça se passe, le parler, le speech, comment se tenir et tout ça. Donc, on a un mot, il y a ce côté-là. Et puis, il y a le côté où on est obligé, on est en partenariat, je peux dire, avec pas mal de structures de la place, afin de certifier des diplômes, authentifier qu'un diplôme est vrai et tout ça. Donc, on a un mot, il y a beaucoup d'accompagnement derrière. Et puis, il y a le côté, une partie de la structure qui s'occupe de les recevoir à l'étranger, en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il y a ce côté-là. Donc, du coup, tout ça, ça forme vraiment un réel groupe pour nous. Donc, il n'y a pas que... C'est ce réseau de partenaires. C'est ce réseau de partenaires, en fait, voilà, d'autres qui sont là aussi à la recherche de trouver les écoles adéquates pour ces élèves. Donc, tout ça, c'est qu'en un mot, on appelle Horace Group. Et ça fait combien de temps que Horace Group existe déjà? Je pense, aujourd'hui, nous avons fêté nos 7 ans. C'était le 16 mai 2022. Donc, je pense que c'est depuis 2015. Donc, ça fait 7 ans que nous existons. Sur le territoire congolais, bien sûr. D'accord. Et à la base, vous êtes un groupe ou au fur et à mesure, vous êtes devenu un groupe? Au fur et à mesure, nous sommes devenus un groupe. Nous avons commencé par une association. Ça s'appelait avant Horace Association. C'était un truc bénévolat qui permettait aux gens d'avoir juste des informations, comment ça se passe pour aller à l'étranger. Et on ne partait pas jusqu'au visa, non, juste des conseils. Et votre passage, donc ces transformations-là d'association en groupe? Transformation, on peut dire c'est un miracle. C'est Dieu qui a permis ainsi, parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Et après, l'État a vu que, bon, on a eu trop de demandes, il fallait être conforme par rapport aux lois du pays. Donc, on est obligé de passer de l'association à un groupe. D'accord. Et par rapport à ça, il y a aussi des partenariats avec d'autres écoles. On ne pouvait pas rester association. Donc, du coup, il fallait mettre en jeu tout ce qui était new et tout ce qui est les informations pour la boîte. Donc, on a été obligé de changer de nom. Voilà. Sur le plan administratif, vous, en tant que PDG, est-ce que vous avez au quotidien comme ça des difficultés que vous rencontrez, des challenges à relever ou bien tout roule?
Bon, déjà, à Horace, la vérité, c'est qu'on n'aime pas trop le mot PDG. Bah, c'est ce que vous êtes. Excusez-moi, oui, C'est c'est ce que vous vrai, êtes. mais on n'aime pas trop. Parce que tous sont des travailleurs, c'est ça la vision d'Horace. Mais c'est ce que vous êtes. Oui, dommage. Comment obliger ça, en fait? C'est une obligation. Donc, on a un mot, des difficultés, on a. On a des difficultés où, au bout de 2 mois, il y a des documents que les élèves font entrer, ben, voilà, ils ratent le visa. Et souvent, ça fait mal parce que pour nous, la logique, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas derrière, peut-être, moyennant l'argent de l'élève, mais plus on est ancré dans l'accompagnement afin qu'on puisse vraiment suivre l'élève comme si c'était notre enfant, vous voyez. Et du coup, quand ça échoue, on a une douleur. Parce que pour nous, c'est comme on dit chez nous, il y a un cri qu'on dit est fatal. Donc chez nous, c'est 100% de réussite par la grâce de Dieu. Parce que quand on échoue, c'est que vraiment, c'est pas bon. 7 ans d'existence, ça fait beaucoup. Et à quel pourcentage évaluez-vous déjà votre succès, sinon votre réussite, hein, le taux d'enfants ou d'étudiants que vous avez déjà accompagnés jusqu'ici? Quel est donc le taux de pourcentage de réussite? Le taux de pourcentage, jusqu'à ce jour, je peux dire qu'on est à 85% de réussite. 85%. Les difficultés majeures lorsque les étudiants arrivent à l'étranger, est-ce que vous avez déjà reçu comme ça des étudiants qui ont été refoulés, qui reviennent au pays, peut-être par manque de conformité ou manque d'hébergement peut-être? On le croit, ce n'est pas trop dans le souci de l'hébergement. Souvent, c'est dans le souci de fonds d'argent, par exemple. Il y a des étudiants qui n'ont pas, les parents n'ont pas assez de moyens par rapport aux exigences de certains pays ou d'une destination quelconque. Donc, du coup, souvent, on est obligé de, pas de camoufler, mais de faire avec les moyens du parent. Mais on l'explique avant que vraiment, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, si je me permets, s'il faut mettre 300 000 francs dans le compte et que le parent a 100 000, vous voyez, donc quelque part, on lui dit, mais 100 000, il risque d'avoir un refus, mais essayons. Parce qu'il y a des élèves où c'est avec 100 000, l'ambassade a accepté à donner un visa. Si je peux dire, c'est un coup de chance. Ça ne marche pas toutefois. Donc parfois, ça nous arrive. Ou encore, c'est un document que le parent n'a pas pu avoir. Voilà. Un parent n'a pas pu avoir. Mais on fait le tout, en tout cas, on fait le tout que le parent soit satisfait et que le document soit là. Et souvent, ce n'est pas nous, c'est l'ambassade qui décide. On a un mot de qui donne le visa, mais ce qui est sûr, c'est très rare qu'un élève rate. Alors, Monsieur Lasconi, hier, vous étiez association, vous l'avez dit. Aujourd'hui, vous êtes un groupe. Demain, que seriez-vous? Vous avez une vision future de ce que La plus grande vision, c'est devenir nous-mêmes aussi une université ou encore un lycée, une école qui va permettre aux élèves d'avoir des diplômes certifiés afin de continuer ailleurs. Monsieur Lasconi, merci en tout cas pour votre participation. Merci aussi à vous. Tout de suite, nous allons recevoir Monsieur Glenn de Rosnay. Merci. Lui est manager. Avec lui, nous allons voir donc les procédures, les critères d'éligibilité, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Glenn de Rosnay, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, comment vous sentez-vous? Tout d'abord, je vais vous dire merci. Merci de m'avoir accueilli sur ce beau plateau. Le privilège est partagé, en fait. Ah, merci beaucoup de reconnaître déjà que le plateau, il est beau. Mais bon, je pense que là, on est parti sur de bonnes bases. Merci beaucoup. Alors, nous parlons de Horace Group tout à l'heure. Monsieur Lasconi nous a dit que vous étiez une association, mais aujourd'hui, un groupe. Demain, peut-être une université, un lycée, une école, en tout cas. Ça reste un mystère. Alors, selon vous, quels sont les critères d'éligibilité? Quelles sont les procédures à suivre pour vous, Horace Group, de considérer un étudiant comme apte à envoyer à l'étranger? Alors, tout d'abord, je vais vous dire, il y a plusieurs procédés pour pouvoir définir quel type de sélection qu'on peut faire pour un étudiant. Et c'est en fonction du pays. À ce moment-là, nous pouvons définir en fonction de son projet d'études. Premièrement, l'enfant veut aller étudier dans quel pays? L'enfant, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que l'enfant a des bonnes notes? Est-ce qu'il travaille bien à l'école? Et en fonction de ça, nous allons estimer, de dire à l'enfant, bon, en fonction de tes résultats, nous décidons de t'envoyer soit, je prends un exemple, en Pologne, au Portugal, en Espagne ou en Grèce. Donc le choix de l'université est fait par vous? Oui. D'accord. Nous faisons le choix de l'université en fonction des résultats scolaires de l'enfant. Vous comprenez que
généralement, tous les étudiants n'ont pas les mêmes résultats. Exact. Il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont moyens, il y a ceux qui sont très excellents. Et en fonction de tous ces résultats, nous pouvons définir une destination pour l'enfant. Donc, c'est un peu ça, avec l'accord du parent, bien sûr. Est-ce qu'il y a des documents qu'il faudrait fournir au préalable, des sommes d'argent peut-être, hein, on ne va pas se mentir, on Oui. parle bien d'aller à l'étranger, donc ça coûte quand même. Ben, écoutez, effectivement, en projet de voyage, il faut vraiment investir. Vous comprenez, quand on dit voyager, ce n'est pas un bon matin, vous vous levez, vous décidez d'envoyer un étudiant à l'étranger. Et tous les parents vous diront que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Déjà, je prends un pays par exemple, comme la Pologne. La Pologne, il faut, pour un enfant, pour un étudiant plus étudiant en Pologne, il faut au moins injecter plus de 6 millions. En France, il faut injecter plus de 10 millions. Au Canada, il faut injecter plus de 20 millions. Vous voyez, en fonction de tous ces pays-là, nous allons discuter avec le parent. Est-ce que vous avez les budgets qu'il faut pour certains pays? Et en ce moment, prenant les réponses des parents, nous pouvons voir avec eux quels sont ces pays-là qui sont favorables en fonction de leur budget. Donc c'est un peu ça. Et est-ce qu'il vous arrive parfois de réorienter le choix des étudiants, le choix des filières qui font ici, depuis ici le Congo, avant d'aller à l'étranger? Bien sûr. Nous avons rencontré plusieurs étudiants qui ont eu un bac scientifique, je pense que c'est comme ça qu'on le dit au Congo, un bac D généralement, qui veut après faire droit. Ou un étudiant qui a eu un bac C, qui veut par exemple faire comptabilité. Bah, on est obligé de le réorienter, de le conseiller. On peut lui dire, en fonction de ton résultat ou de ton bac C, tu as la possibilité de faire des études en ingénierie. Soit être pilote de l'air, soit être un cadre dans l'aéronautique, ou rêver plus grand d'être un astronaute avec ce type de baccalauréat. Mais vous savez que pour atteindre ces genres d'objectifs, il faut que les enfants travaillent dur. Si un enfant n'a pas les résultats qu'il faut, les moyens qu'il faut pour pouvoir accéder à ça, ben, on est obligé de faire par rapport aux conditions des parents. Voilà. Mais est-ce que depuis ici, donc, il y a des examens comme ça que les étudiants sont forcés de faire pour se considérer ou être considérés comme éligibles? Alors, déjà, le groupe Horace apporte déjà la facilité à certains étudiants. Avec nos collaborateurs de l'étranger, nous avons simplifié la vie des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a des écoles ici en Europe ou un peu partout ailleurs exigent que les étudiants, entre parenthèses, africains, doivent passer des tests. Et nous, en tant que groupe, on a posé nos conditions. C'est-à-dire qu'on a proposé à nos partenaires, au lieu que les étudiants africains font des tests, nous allons abolir ces tests. Parce que nous reconnaissons d'abord que le niveau d'études n'est pas le même en Europe. Et officiellement, on sait qu'aujourd'hui, si un étudiant passe un test, il manquera le test. Pas forcément. Pas forcément, mais au moins 90%. L'étudiant manquera son test. Parce que nous avons eu des étudiants aujourd'hui qui n'ont pas pu s'admettre à un test d'éligibilité en fait. Et raison pour laquelle nous avons aboli les tests. Mais pourquoi? Est-ce que ce n'était pas là un moyen pour vous de voir le problème? Ou pourquoi abolir les tests alors qu'ils vous permettent, ces tests-là vous permettent de connaître, de jauger le niveau des enfants, des étudiants? C'est vrai, ça nous permet de connaître les niveaux des enfants. Mais vous savez qu'à nos jours, un parent, quand il veut du bien pour son enfant, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. C'est-à-dire que le parent a mis ses moyens en jeu et qu'il attend un résultat venant d'autre part. Mais connaissant le niveau de son enfant, nous sommes obligés, c'est-à-dire qu'on sait que l'enfant manquera son test, on est obligé, c'est-à-dire d'inscrire l'enfant en classe préparatoire. Okay. Vous voyez? Et donc quand on inscrit un enfant ou un étudiant africain en classe prépa, en France ou au Canada, c'est-à-dire que c'est pour mieux le préparer en fonction de ce qu'il veut faire à l'avenir. Donc automatiquement, l'enfant n'intègre pas sa formation initiale, mais on l'inscrit en le préparant, c'est-à-dire que oui,
il est obligé de perdre un an d'études, excusez-moi autant pour moi, un an d'études, afin qu'il soit bien préparé pour ce qu'il va affronter dans les années à venir. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons aboli les tests, mais pour permettre aux étudiants africains, congolais, de pouvoir faire des classes prépa. Et comment vous êtes sûr de cette adaptation-là de l'étudiant déjà qui est habitué au système éducatif ici, congolais, une fois arrivé à l'étranger, comment ça se fait cette adaptation-là? Comment comprendre le système éducatif du pays où il sera reçu? Comment comprendre? Nous avons des relais. Communément en anglais, on appelle des checkpoints. C'est-à-dire que nous avons pas mal de collaborateurs qui sont déjà à l'étranger. Je prends un cas en Angleterre, c'est-à-dire que c'est un pays anglophone. Donc automatiquement, en francophone, pour s'y adapter, c'est quand même un peu difficile. D'où on a des checkpoints qui favorisent, qui permettent aujourd'hui l'intégration, la facilitation de l'étudiant sur le territoire. Vous voyez, un pays comme l'Angleterre, une première année, c'est une première année de langue. Vous voyez, et nos collaborateurs prennent le relais, expliquent aux enfants comment ça se passe sur le territoire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, c'est une adaptation à longue durée. Voilà. Mais ça finit par marcher? Ça finit par marcher. Si et seulement si, avec un peu de motivation pour l'étudiant, ben, ça finit par marcher en fait. Alors, une fois arrivé au pays d'accueil, Oui. alors, quelles sont les difficultés majeures que les étudiants rencontrent? La première difficulté, si je peux prendre un pays anglophone, c'est la langue. Ouais. C'est la langue. Si c'est un pays non francophone, bien sûr, le Portugal, la Pologne, voilà, je ne suis pas là pour faire la publicité des pays, Bah ouais, mais non, voilà, pas on du parle tout. quand même Mais voilà, bon, des études. il faut bien qu'on pointe du doigt parce Voilà. que c'est la réalité. et Voilà. Donc la première difficulté, c'est la langue. La langue, c'est vraiment la première difficulté parce que l'enfant, quand il arrive en Pologne, c'est pas facile pour lui de s'intégrer, que ce soit en Roumanie, c'est pas facile pour lui de s'intégrer parce qu'il y a la langue qui joue, qui fait un défaut. Et donc l'enfant est obligé, vraiment obligé de s'y adapter dans la langue de son pays d'accueil. Et une fois que l'enfant a eu les bases, à ce moment-là, l'enfant peut aujourd'hui dire que bon, tiens, je peux maintenant officiellement aller un peu plus loin en fait. Et je peux dire encore un truc, c'est-à-dire qu'avant même que l'enfant aille à l'étranger, je parle toujours des pays non francophones. Je prends l'Italie, l'enfant ou l'Allemagne, l'enfant est obligé de faire des cours chez nous dans notre structure parce que nous avons des collaborateurs qui ont des organisations un peu plus grandes que ça. Des partenaires. Voilà, des partenaires. Ils suivent des cours en ligne. C'est-à-dire qu'on leur donne la base, la base pour pouvoir se présenter, demander des services dans le pays là où ils veulent aller étudier. Où ils veulent aller étudier. Alors, je veux soulever ici un aspect qui est peut-être anodin, mais Oui. bon, il est important, c'est l'alimentation. Oui. Vous savez comment nous on se nourrit ici, Bien dans sûr. nos pays, mais après, une fois arrivé sur place, comment ça se fait? Alors, déjà, Est-ce que ça peut constituer un handicap? un handicap? Est-ce que ça peut faire que l'étudiant revienne? Est-ce que vous avez déjà eu un cas Non, comme c'est ça? impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est impossible. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu de retour concernant cette question-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout étudiant qui sont à l'étranger mange convenablement en fonction de ce qu'il dépense en fait. Voilà. Pour l'alimentation, il n'y a aucun problème. Voilà, en dehors donc, vous avez dit tout à l'heure de l'aspect de Oui. la langue déjà qui peut poser problème, Oui. ou souvent qui pose problème dès l'arrivée de l'étudiant. Autre aspect que vous pouvez souligner? Alors, l'autre aspect, c'est la formation initiale. Vous savez, nous avons rencontré plusieurs parents, c'est-à-dire quand on rencontre le parent, on lui pose la question, qu'est-ce que votre enfant veut faire? Certains nous disent, bon, moi je suis médecin, j'aimerais bien que mon enfant fasse la médecine. Mais est-ce que c'est le choix de l'enfant? Vous comprenez? Imaginez-vous si le parent impose Le choix de métier. le choix de métier à un enfant qui n'est pas son choix de base, il rencontrera des difficultés à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivera pas à s'y adapter en fonction de ce qu'on a imposé. Vous voyez? Et donc, ça aussi, c'est un handicap pour l'étudiant. Et donc, pour que ça n'arrive pas, en discutant avec les étudiants, avec les enfants, en fonction de leur projet initial.
pour que ces genres de situations ne se posent pas à l'étranger. Voilà, d'où ma question, je voulais poser en amont. Est-ce que vous arrivez à réorienter le choix des filières ou des métiers aux étudiants? Parce que il y a des parents, vous l'avez dit, le parent, il veut investir pour son enfant, pour la réussite de son enfant, tout en ayant une idée déjà arrêtée sur ce que l'enfant doit faire, sans pourtant demander l'avis, parce que les capacités, les compétences, l'enfant sent que je veux plutôt percer si je fais ceci. Est-ce que vous arrivez quand même à convaincre les parents à vouloir bien se conformer, entre guillemets, au choix de leurs enfants? Oui, bien sûr, puisque nous sommes aussi en tant que conseiller pour le parent, conseiller pour l'étudiant, nous faisons des propositions. Nous faisons des propositions, nous étalons des projets sur la table. Bon, honnêtement, madame, moi je pense que les étudiants ne sont pas ouverts. Pourquoi? Parce que nous avons fait une étude avec les élèves de la classe terminale. On a fait quelques descentes dans ces écoles-là pour essayer d'échanger avec ces élèves, leur poser la question, après le bac, que voulez-vous faire? Vous savez qu'il y a au moins 98% d'élèves qui ont répondu qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Vous voyez? Et donc, et je pense que pendant ces 7 ans qui se sont écoulés, nous avons rencontré que des étudiants qui veulent faire, moi personnellement, je les appelle les métiers à 2 balles. Les métiers à 2 balles. Pourquoi les métiers à 2 balles? Parce que ce ne sera plus à la vogue dans les années à venir. Je prends un exemple comme la comptabilité. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on voit l'informatique aller de l'avant, etc., etc. On se dit peut-être dans 5 ans, il y aura peut-être des machines ou une intelligence artificielle qui fera peut-être le suivi de la comptabilité. Vous voyez? Et quand je rencontre un étudiant où je sens en lui quelqu'un qui veut aller de l'avant, je lui propose, je lui montre la vision d'un étudiant étranger. Je lui dis, tiens, écoute, avec un bac C, avec un bac D, avec un bac scientifique F1, F2, etc., tu as la possibilité aujourd'hui de te lancer dans un domaine où tu es la seule personne ou le seul étudiant qui le fera ici en Afrique. Et c'est cette vision-là que nous communiquons à tous ces étudiants qui rêvent grand. Parce qu'il y a des étudiants qui rêvent petit, mais il y a certains qui rêvent plus grand que ça. Et ceux qui rêvent plus grand que ça, nous les présentons ces projets. Moi, j'ai toujours aimé dire à un étudiant, je souhaite que tu deviennes pilote ou pilote de chasse. Là encore, c'est votre choix. Oui, je propose. C'est ce que vous voulez que l'étudiant devienne? Oui, je propose en fonction. Non, je propose en fonction de son bac. Parce qu'il faut donner de la valeur à son bac. Vous voyez, madame? Et c'est dans ce sens-là que j'ai toujours demandé ou j'ai toujours conseillé. Je propose tout simplement, je dialogue avec l'étudiant. Je lui dis, tiens, écoute, il y a plusieurs métiers en fonction de ton bac. Soit tu peux faire de la cybercriminalité, soit tu peux faire de la cyberattaque, soit tu peux faire de l'espionnage sur Internet. Et ça, ce sont des métiers très innovateurs. Et en passant, j'ai dit à un étudiant, écoute, si tu deviens par exemple ingénieur en aéronautique, tu es le seul mécano ici en Afrique qui répare les avions. Parce que la majorité des avions repartent à l'étranger, ou soit au Nigeria, ou peu importe le pays, mais tous ces avions repartent ailleurs. Mais aujourd'hui, si tu te lances dans ce secteur-là, tu seras le seul étudiant ou le seul Congolais à être capable de faire réparer les avions, à réhabiliter un avion chez toi, dans ton pays, d'où certaines compagnies n'auront plus besoin de ramener leurs avions à l'étranger, madame. C'est cette vision-là que nous voulons communiquer à tous ces jeunes qui veulent aller à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on se dit aujourd'hui, ce sont des métiers innovateurs. Et aujourd'hui, quand un parent a investi autant de millions dans ce type de projet, il faut que ça aboutisse à une réussite totale. D'où est souvent nos choix de proposition en fonction de ces matières, de ces domaines-là, en fait. Alors, parlons donc des attentes. Une fois que l'étudiant est arrivé dans son pays d'accueil, où il doit poursuivre son cursus et tout, quelle est l'attente, selon vous? Puisque j'imagine que vous faites un suivi. Bien sûr. D'accord. Alors, est-ce que l'étudiant souvent a tendance à vouloir rester dans son pays d'accueil ou l'idée ou la vision est quand même là de revenir dans son pays d'origine? Bon, écoutez, madame, déjà, nous sommes l'exemple. Parce que, oui,
vous formez. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que, imaginez que vous êtes le seul mécano à pouvoir réparer les avions et tout. Vous voyez, c'est déjà une fierté pour le pays. Et puis, ça fait quand même une image assez haute pour l'étudiant. Voilà. Mais est-ce que, en partant au pays d'accueil, l'étudiant a souvent, ou vous pouvez le constater en parlant avec les étudiants, est-ce qu'ils pensent revenir ou c'est « ok, je m'en vais et je m'y installe pour toujours ». Bon, déjà, je vais vous dire que la preuve, nous, on est là. Hein. La preuve, nous, on est là. Nous avons terminé nos études. Nous sommes rentrés. Mais déjà, moi, je pense que déjà, un étudiant, après avoir terminé ses études, s'il décide de rentrer chez lui, c'est-à-dire qu'il veut apporter un truc de nouveau, ce qu'il a appris de l'extérieur. Vous comprenez? Bon, déjà, nous, en étant des jeunes entrepreneurs, on s'est dit, tiens, nous allons rentrer au pays, mais nous n'allons pas travailler pour les gens. Nous allons lancer notre structure. C'est vrai, les premiers temps, ça sera une période de vache maigre, mais on va l'accepter comme ça. C'est notre vision à nous. On verra dans les années à venir. Et aujourd'hui, nous sommes là. On a eu le groupe CEPIC. Après, nous avons eu l'association Horace. Après l'association Horace, nous avons eu le groupe Horace. Et donc, vous comprenez que nous faisons un peu de l'échelle au fur et à mesure parce que nous avons déjà une vision qui est ciblée. On se dit, ben, nous irons comme ça et on fonce. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les étudiants ne reviennent pas au pays? Bon, après aussi, moi je pense que chacun de nous a sa vision. Chacun de nous a sa vision, chaque jeune a sa manière de voir les choses. Aussi, voilà, comment les choses fonctionnent chez nous ici, pour ne pas aller plus loin. Mais je préfère m'arrêter par là, en fait. Je comprends. Alors, mais comment se fait donc le suivi? On en a parlé, vous avez épinglé quelques mots là-dessus. Voilà. Mais concrètement, comment se fait le suivi des étudiants qui sont à l'étranger? Alors, le suivi, nous avons déjà un groupe que nous avons créé via WhatsApp. Nous suivons tous les étudiants qui sont un peu de gauche à droite, essayer de savoir comment ça se passe, est-ce que X a des bons résultats, est-ce que Y fournit des efforts ou fait des efforts. Ça arrive des fois, ça arrive aujourd'hui, nous avons la possibilité avec nos partenaires de rencontrer des étudiants ou des étudiants qui sont déjà à l'étranger, c'est-à-dire que nous, on peut faire un programme avec l'équipe, on s'y rend là-bas, essayer de discuter, savoir comment ça se passe, est-ce que vous n'avez pas de problème, est-ce qu'avec la police, ça se passe bien, parce qu'il y a certains étudiants aussi, avec la police étrangère, ils ont des soucis. Donc, toutes ces questions-là, quand nous arrivons sur place, on discute avec eux, on échange avec eux, voilà, on vraiment enfin un suivi de fond, quoi. Alors, nous allons donc vers la fin de notre émission, mais il faut quand même que vous puissiez nous faire, on va dire, comme un résumé de tout ce que vous avez déjà eu à faire ou à accomplir comme accompagnement et aide. Donc, je m'en vais donc vous poser la question de savoir quel retour avez-vous des étudiants que vous avez déjà orientés? Alors, madame, pour être franc avec vous, vous savez, quand ça ne marche pas, l'étudiant peut dire tout et n'importe quoi ou le parent. La première des choses, c'est de rassurer le parent que nous ne sommes pas une entité diplomatique, nous ne faisons pas des promesses qui sont irréalisables, mais nous sommes là pour accompagner tous ceux-là qui veulent bien solliciter de nos services. Et à nos jours, je peux dire que nous avons pu atteindre 89% de réussite en fonction de tout notre parcours, l'accompagnement, puisque nous ne faisons pas que des études aussi, nous faisons aussi l'immigration, c'est-à-dire que tout ce qui est demande d'entrée express, le permis de TIUD, le permis, la résidence permanente, autant pour moi. Et donc, je peux dire aujourd'hui, nous avons atteint au moins 89% de la vision, en fait, de l'objectif atteint de 2022. Alors, c'est quand même un secret de Polichinelle. Hein. Vous n'êtes pas le seul à exercer dans ce domaine d'activité. C'est vrai. Vous savez qu'il y a comme ça, on va dire, des centaines de structures qui sont dans le même domaine que vous. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces structures et Horace Group? C'est vrai. Nous ne sommes pas comme certaines agences. En quoi? Déjà, premièrement, en fonction de notre registre, nous sommes un cabinet. Voilà, différent de non, agence, non, nous ne sommes pas une agence. Parce que sinon, les visas, voilà, les visas, c'est partout en fait. Ouais. Les visas, c'est partout. Mais madame, moi, je vais vous dire honnêtement, on n'échoue jamais. Nous n'avons jamais échoué.
Aujourd'hui, si un étudiant a eu un refus de visa, c'est sous condition que les parents n'ont pas pu réunir. Vous savez que pour obtenir un visa, il faut que l'étudiant présente la documentation. Ok. Et donc, nous ne faisons pas, entre parenthèses, deux, trois choses pour pouvoir aboutir à un visa. Non. On n'échoue jamais pour une situation quand un étudiant vient nous rencontrer. On est toujours là, on apporte de notre expertise, de nos relations, afin que le investissement que le parent a injecté auprès de son enfant aboutisse à une réussite. Mais aujourd'hui, je peux dire que nous sommes différents de toutes ces agences-là qui sont dans la ville de Pointe-Noire ou ailleurs. Et voilà. Voilà, donc vous avez dit, vous n'échouez jamais. On n'échoue Horace jamais. Group, vous n'échouez jamais. On n'échoue jamais. Horace Group est toujours là, avec la grâce de Dieu aussi. Nous accompagnons tous ces étudiants et nous voyons des résultats que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Curieusement, c'est un peu notre cri de guerre aussi à Lux. D'accord. On dit qu'ici à Lux, on n'échoue jamais. Mais bon, apparemment, on est sur la même Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur la même longueur d'onde, mais Oui. déjà, le PDG qui était là présent, il a dit un mot Ephata. C'est-à-dire que quand on rencontre un étudiant, on lui dit Ephata, Qui veut dire quoi? qui veut dire que les cieux s'ouvrent Merci pour toi. parce que c'est vous qui allez donc expliquer ce mot. Voilà. Donc, Ephata veut dire que les cieux s'ouvrent pour toi. Vous voyez que déjà, la grâce que nous avons reçue auprès du Seigneur, nous la partageons aussi aux autres. Automatiquement, je peux dire que c'est un code entre un fils de Dieu. Vous comprenez? J'espère que c'est le bon code, en tout cas. Oui, c'est le bon Pas code. rentrer dans, Il n'y a dans pas les de souci. détails. C'était juste Voilà. pour vous dire que voilà, Voilà. on est arrivé au terme de notre Merci émission de beaucoup. ce soir. Merci en tout cas. Je vous d'être remercie des nôtres. énormément. Et j'espère que nos téléspectateurs et nos internautes, Mhm. puisque cette émission sera aussi disponible sur les réseaux sociaux, pourront effectivement bénéficier de vos conseils et vous contacteront peut-être pour besoin de voyage ou d'orientation. Le groupe Horace est ouvert à tout le monde. Ok, merci beaucoup, On peut M. donner Glenn. contact. Donc, pour tous ceux qui veulent nous contacter, nous sommes situés sur la route nationale numéro 5, en diagonale de la société Stelmac. Nous répondons au 06. En allant vers Siafoumou. En allant, oui, parce que voilà. quand vous dites la route nationale Nationale numéro 5, ok. voilà, c'est vrai. Voilà, en allant vers Siafoumou, après Park and Shop, donc tout juste en diagonale de Stelmac. Nous sommes là, nous répondons au 06 505 80 28. Merci beaucoup, M. Glenn. On se dit à très bientôt. Merci à vous, madame. J'espère que nous serons dans vos locaux pour toucher du doigt cette réalité Voilà. que vous nous avez vendue ici. Merci beaucoup, madame Bati. Le plaisir était partagé. Merci. Alors, complètement terminé notre émission de ce soir qui donc a consisté à vous faire un résumé, sinon une vision globale de Horace Group. J'espère vous retrouver très prochainement sur Lux Télévision Internationale avec le même plaisir pour vous servir. Au revoir.